Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Une nouvelle fois, nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui déroule aujourd'hui le tapis rouge au candidat malheureux à la présidentielle, l'ambassadeur, diplomate, homme de tenue. Bref, il a tellement de casquettes qu'on va finir par parler de tout en le concernant, en ce qui le concerne. Nous avons le plaisir donc d'être avec Jean-Baptiste Natama aujourd'hui. Monsieur Natama, bonjour. Bonjour, Monsieur Oudrago. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Comment va le candidat Jean-Baptiste Natama? Est-ce que vous êtes remis de cette défaite électorale que vous avez subie lors de la présidentielle 2015? Je vais très bien et je ne considère pas avoir perdu l'élection. Vous avez été 8e sur 14 candidats. Ce n'est pas une défaite pour moi. La victoire, c'est d'avoir pu aller jusqu'au bout déjà et surtout d'avoir, par notre projet de société, réussi à faire rêver un certain nombre de nos compatriotes. Et c'était ça l'essentiel. Il ne fallait pas faire piètre figure du point de vue de la présentation de notre prospective. Ce que nous avons réussi, de notre point de vue, dans la mesure où nous avons en tout cas recueilli des sentiments favorables de la part de nos compatriotes et d'observateurs avertis. 1,36%, 8e, c'est un score tout de même pas très éloquent, parce qu'avec 2,5%, vous auriez pu être à l'Assemblée nationale. Ben, de toute façon, je ne souhaitais pas aller à l'Assemblée nationale, donc je n'avais pas été candidat pour être député, et ce qui veut dire que l'élection législative n'était pas ma priorité. Mais au moins, les 1,36%, ça vous satisfait tout de même? Ça me satisfait. Je pense que pour quelqu'un qui est venu sur le tard dans le processus, souvenez-vous que notre entrée politique a eu lieu le 6 juin et pour une élection qui était programmée pour se tenir en octobre. Et donc, nous pouvons dire que ce travail a été abattu en l'espace de quelques mois, disons 4 mois, ce qui n'était pas le cas pour la plupart de nos adversaires qui étaient déjà sur le terrain. Donc, et nous avons même pu dévancer certains qui étaient sur le terrain. Au-delà de tout, oui. ça ressemble un peu à un complément d'effectif. Parce que si on vous disait ça au début, vous allez dire non, vous n'êtes pas un plaisantin. Mais c'est tout porte à croire que ça ressemble fort à ça. Non, pas du tout. Vous croyez sincèrement aux résultats dans ce pays ou dans nos pays-là? Bien souvent, hein, il y a des choses qui se cachent derrière. Oui, mais pour l'une des rares fois, M. Natama, tout le monde reconnaît que le Burkina vient de traverser un processus électoral démocratique, libre et transparent. Ça, c'est vous qui le dites. Est une élection démocratique, libre et transparente où on est posté devant les bureaux de vote, on distribue de l'argent, on raconte des fausses rumeurs. Je ne pense pas que ce soit transparent. Mais qu'est-ce que vous avez fait contre ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de venir vous défendre de cette manière. C'est un argument qui ne tient pas beaucoup la route. Parce que moi, vous êtes je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais pas être partout pour le faire. Et de toute façon, j'estime que ma culture et mon éducation ne m'ont jamais placé sur le chemin de la tricherie. Ceux qui choisissent de tricher, c'est eux et leur conscience. S'ils réussissent dans la tricherie à être fiers de leur tricherie, ça les regarde. Moi, personnellement, c'est ce que je n'ai jamais fait et que je ne ferai pas. Votre réaction va étonner plus d'un Burkinabé. Vous parlez de tricherie. Est-ce que cette élection-là, il y a eu véritablement de la triche? Ah si, puisqu'on vous a dit ici qu'il y a eu des achats d'électeurs. Et le RENLAC a présenté un rapport là. Oui, le RENLAC a parlé notamment des... Ils sont des observateurs externes, mais ils l'ont dit. Et vous pensez qu'un processus électoral entaché d'achat de voix est transparent et honnête? Vous, les journalistes, c'est vous qui devriez relever ces choses-là. Mais les journalistes ont fait leur travail. Voilà, vous devriez relever ces choses-là. Les journalistes ont fait leur travail, monsieur Natama. Mais pourquoi alors vous pensez que ça va être surprenant qu'on le dise encore? Oui, mais 53%, élection saluée par tous les observateurs. Tout le monde à l'unanimité a reconnu que pour l'une des rares fois, le Burkina vient de franchir une étape importante de son histoire démocratique. À l'unanimité. Vous savez, parfois, il y a des moments où on s'accommode d'une situation parce qu'on veut sortir d'une situation de transition qui était à la limite devenue accablante pour l'ensemble des acteurs. Et donc, le satisfecit exprimé ne veut pas dire qu'on approuve. Donc, pourquoi vous ne vous êtes pas allé, n'êtes pas allé vous plaindre au niveau du Conseil constitutionnel? Il y avait tellement de voies de recours qui vous étaient offertes. Non, je n'ai pas jugé utile et je vous ai dit que moi, mon combat, ce n'est pas pour obtenir un poste ou obtenir une position quelconque au plan social ou au plan politique. C'est tout simplement affirmer moi mes idées et c'est ce que j'ai fait.
paradoxalement, vous avez été l'un des candidats aussi à aller féliciter le président Roch-Marc Christian Kaboré, parce que Oui, vous avez tout à fait validé sa victoire. J'ai le devoir de le féliciter. J'ai le devoir de le féliciter parce que, après tout, il fallait toujours que quelqu'un sorte victorieux, que ce soit de la belle manière ou de la plus mauvaise manière, quelqu'un devait sortir victorieux. Mais au moins, vous tirez de bons enseignements de ce scrutin. Bien sûr, dans la mesure où chaque fois qu'on participe à une compétition ou à une activité, on en sort toujours grandi parce que c'est une expérience. Et pour moi, c'était une première expérience que je n'avais jamais vécue. Et donc, je peux dire que je suis sorti de cette élection encore plus enrichi. Pour beaucoup, on se demande mais d'où vous est venue même cette idée de vouloir être président. De toute façon, vous n'avez jamais été élu conseiller municipal, jamais été élu député. Paf, vous tombez dans l'arène politique et vous dites, je vais être président de façon, comme si c'était si facile que ça. Mais dites-vous que ceux qui le pensent ont dû réviser leur copie parce que pour ceux qui ont suivi la campagne, beaucoup d'observateurs nous ont dit que nous avions le meilleur projet de société pour ce pays. Votre campagne n'aura pas été non plus un long fleuve tranquille. À Banfora, on se rappelle que... Donc, oui. si l'objectif d'une campagne politique, c'est de présenter un projet de société, nous avons été capables de présenter un projet de société viable. On n'a pas besoin d'être ancien dans un système pour être celui qui présente mieux. Et donc, nous, dans notre cas, nous avons été capables de présenter un projet de société viable que tout le monde a reconnu comme tel. Et nous n'avons pas fait piètre figure. Aucun des autres candidats n'a pu nous impressionner, ni sur sa présentation, ni sur son programme. Donc, venir participer à une élection comme si c'était juste un amusement, ce n'était pas le cas. Alors, nous avons été pris au sérieux pour ceux qui le croyaient. Au début, en tout cas, ils ont fini par nous prendre au sérieux quand nous avons mis sur la table nos idées. Mais l'expérience fut tout de même difficile pour vous, parce qu'on se rappelle de cette étape de Banfora où vous avez piqué une crise. Oui, ça arrive, hein, ça arrive. Je ne pense pas avoir été le seul à avoir eu un malaise durant cette campagne. Hein. Vous avez même accusé des ennemis qui, dans l'ombre, sont en train de travailler à vous détruire politiquement. Je ne dis pas, peut-être qu'il y a eu des extrapolations, mais toujours est-il... Mais le mot est venu de vous, les journalistes ne vont pas quand même, oui. Les journalistes, moi je ne l'ai pas dit quand on m'a interviewé. Donc celui qui le dit, puisqu'il y a eu des éléments d'interview... C'est pas une interview, c'est pendant un meeting. Je vais vous dire une chose, non, parce qu'après, les journalistes m'ont interviewé et je ne pense pas dans les reportages avoir entendu cela. Mais ce que je dois dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes d'agressions vis-à-vis de ma personne. Et je peux vous dire que dans ma propre région, des individus ont fait circuler la rumeur que j'étais mort. Hein, ouais. Et même le jour de l'élection, des individus ont fait circuler la rumeur dans les bureaux de vote à Ouagadougou ici, dans les zones non loties, que j'étais victime d'un grave accident et que ce n'était pas la peine que les gens votent pour moi. Mais il fallait s'y attendre. La politique, c'est aussi ça. Et ce que je dis a été démenti à 16h, sur le coup de 16h par Radio Méga. La politique, ce n'est pas du mensonge. C'est-à-dire que pour nous, des personnes qui font montre de malhonnêteté dans le jeu politique ne peuvent pas gouverner un pays dans l'honnêteté. Est-ce que quand vous faites une observation de tout ce qui s'est passé pendant cette présidentielle, ça vous désole un peu le comportement non seulement de toutes ces personnes qui propagent ces rumeurs et l'attitude même de certains candidats au cours du scrutin? C'est bien sûr désolant parce que la politique a pour vocation de rendre l'homme meilleur. Mais la politique rime avec la démagogie. Vous le savez sans doute. Ça c'est disons, l'aspect pervers ou en fait l'interprétation erronée qu'on a de la politique. La politique a vocation à rendre l'homme meilleur. Et lorsque vous aspirez à occuper une responsabilité sociale, vous devez montrer le plus haut niveau de vertu, le plus haut degré de vertu. Mais si la politique devient un jeu d'Al Capone où tous les coups sont permis et on croit que c'est ça la politique, je crois personnellement que ce n'est pas le cas. Donc vous l'avez appris à vos dépens finalement. Parce que celui qui pratique ce jeu-là aura du mal à me convaincre qu'il peut gouverner honnêtement un pays. Donc vous l'avez appris finalement à vos dépens. Ce n'était pas la première fois que je faisais ce constat. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais resté distant de la politique. Parce que je ne fais pas de cette politique-là. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Natama qui tente une expérience candidat à la présidentielle, 25 millions, normalement vous avez décidé de remettre cet argent donc à la
à une circonscription d'éducation de base pour la construction d'une école sous Payotte. Ça fait partie de votre programme de société parce que vous avez parlé de la gratuité et de l'école de 6 à 16 ans. Aujourd'hui, vous n'êtes pas président, mais vous avez décidé de construire une école. Finalement, vous tenez parole. Bien sûr, pour moi, c'est ce qui devrait être attendu de tous les hommes politiques. Un homme de parole, un homme d'honneur. Et c'est le sens que nous donnons d'ailleurs à notre notion de burkinabé. Alors, est-ce à dire que selon vous, on n'aurait même pas dû financer éventuellement les candidats à la présidentielle? Et je l'ai toujours dénoncé. Je dis que ce n'est pas la peine de prendre l'argent du contribuable pour financer des activités politiques dans la mesure où pour nous la politique est un sacerdoce. Ce n'est pas une opportunité pour se servir, mais plutôt un sacrifice pour servir le peuple. Alors, vous êtes le seul candidat à avoir consacré ces 25 millions à la construction d'une école, de 3 classes, un bureau, des mobiliers et équipements scolaires. Alors, donc pour le compte d'une école dans le Sahel Burkina. Pourquoi ce choix? Le choix du Sahel? Oui. Disons que nous avons regardé la situation scolaire de notre pays, la cartographie, et il ressort que globalement les régions les plus défavorisées se retrouvaient être celles de l'Est et celles du Sahel. Donc c'était une école même sous Payotte. Vous n'avez pas voulu faire de l'ethnocentrisme en allant dans la région de l'Est Burkina. Exactement, parce que notre vision est patriotique et nous mettons en avant les intérêts de la nation et non nos intérêts individuels et égoïstes, encore moins nos intérêts régionaux. Alors depuis quelques semaines, le président Roch Marc Christian Kaboré est aux affaires. 53% dès le premier tour. Difficile pour lui d'obtenir une majorité à l'Assemblée. Finalement, ce sont des alliances qui sont nouées. Quel commentaire cela vous a inspiré, vous, Jean-Baptiste Natama? Ça m'a fait croire que le Burkina se trouve dans une situation où le jeu politique n'est pas encore décanté. Donc c'est le paradoxe burkinabé éventuellement. Oui. Et oui, c'est un paradoxe parce que j'ai du mal à comprendre qu'une élection couplée, législative, présidentielle, quelqu'un vote pour le président et ne vote pas pour le parti du président. Mais comment vous l'expliquez? Moi, je n'ai pas d'explication à fournir. Je dis que c'est un paradoxe. C'est le constat que l'on fait, c'est qu'il y a un écart de voix important entre les voix que le président a obtenues et les voix que son parti a obtenues. Vous avez vu un peu les alliances politiques qui se sont nouées à l'Assemblée nationale. C'était comme si c'était un partage finalement des gâteaux à l'Assemblée. Est-ce que c'est le constat que vous avez fait aussi? Mais généralement, c'est comme ça que nos hommes politiques se comportent dans ce pays. On vous a contacté vous aussi pour venir à la soupe éventuellement. Comme vous n'avez pas eu un suffrage élevé, peut-être qu'on ne vous a pas considéré. La conquête du pouvoir s'apparente à la conquête d'un gâteau qu'il faut partager. Et c'est contre cette culture politique que nous élevons. Aujourd'hui, vous avez vu un peu le parent de Laurent Gbagbo, très virulent contre le MPP, M. Sankara, opposant historique finalement qui se rallie au MPP. Est-ce que vous trouvez que finalement il n'y a pas de logique en politique? Pour moi, on ne peut pas faire de la politique sans principe. Et ceux qui font de la politique sans principe, je n'ai aucun respect pour eux, je n'ai aucune considération pour eux. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de respect pour M. Sankara, ni Laurent Gbagbo et les Tahirou Barry. Je ne fais pas de commentaires sur leur attitude, je parle de mes principes à moi. Mais vos principes vous amènent à ne plus avoir de la considération pour ces acteurs politiques sans doute. Je ne le dirai pas moi-même. Mais c'est tout comme. En tout cas, j'ai mes principes et j'obéis à ces principes-là. Et quand on regarde un peu ces alliances qui se sont nouées, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser véritablement avoir une opposition politique forte dans le contexte actuel au Burkina Faso? Ça m'a l'air très difficile parce que, vous savez, en Afrique, généralement, les pouvoirs ne veulent pas avoir une opposition. Et je l'ai dit récemment dans un de mes tweets qu'une démocratie sans opposition est comparable à une bicyclette sans pédale. Et ça veut dire clairement que si nous n'avons pas d'opposition, il sera difficile d'impulser une dynamique parce que selon la loi de la dialectique, il faut des contradictions pour que la société avance. Et l'UPC aujourd'hui qui a refusé finalement d'aller avec la majorité, c'est une bonne chose éventuellement pour qu'on ait une opposition? Oui, il faut bien une opposition. Sinon, la démocratie, ce n'est pas l'unanimisme. Et nous avons vu des pays qui ont tenté de mettre en place un système sans opposition. Ça a amené l'affaiblissement de l'État. Parce que quand vous voulez amener tout le monde dans votre escarcelle, vous finissez par être amené à gouverner par consensus. Et le consensus, c'est le consensus mou ou le consensus minimal. Ou pour prendre une décision, il faut des milliers de consultations
pour parvenir à prendre une décision. Et regardez même le temps mis à la formation du gouvernement. Le pays a des urgences, on n'attend pas. Était-ce un signe peut-être de l'enlisement politique au Burkina selon vous? C'est ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits qui le démontrent. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette cohabitation. On a vu que même dans les grandes démocraties comme aux États-Unis, un républicain peut se retrouver dans un gouvernement démocrate. Ce n'est pas forcément une négation de la démocratie. Non, non, non. Ce n'est pas la présence d'un individu dans un gouvernement ou dans un cabinet, comme on le dit aux États-Unis. Ce que nous disons, dans ces pays, on privilégie la compétence des individus. Ce n'est pas un marchandage politique. Vous prenez le pouvoir, vous vous rendez compte qu'il y a des compétences dans le pays. Ces compétences-là, si elles veulent servir le pays, vous leur faites appel. Vous savez qu'au Burkina Faso, les compétences ne courent pas les rues. Et donc pour nous, si ce sont des compétences qu'il faut rechercher, il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un mette sa compétence au service d'un pays. Mais pas un marchandage politique. Aux États-Unis, ce dont vous parlez, ce sont des compétences qu'on amène à servir l'État parce qu'après tout, il faut que les États-Unis fonctionnent. Et on a besoin de ces compétences-là. Mais ce n'est pas un marchandage entre le Parti démocratique et le Parti républicain pour faire venir quelqu'un. Alors que dans nos pays, c'est plutôt ce système de marchandage. Mais quand on regarde le contexte burkinabé, ça peut également ressembler un peu à cette situation aux États-Unis. On a fait appel à d'autres partis politiques, d'autres compétences pour venir renforcer un parti qui est au pouvoir. On n'a pas fait appel à des individus compétents. Je vous dis que c'est un marchandage politique, avec des formations politiques. Donc ce marchandage-là vise à vous empêcher d'aller dans une forme d'opposition quelconque. Les républicains dont vous parlez, quand on prend une compétence républicaine et qu'on met dans un gouvernement démocrate, n'empêche que le parti républicain joue son rôle d'opposition. On ne dit pas que le parti démocrate et le parti républicain fait partie désormais de la mouvance présidentielle. Ici, on tend à créer une mouvance. Ça veut dire que vous êtes dans la mouvance. Si vous êtes dans la mouvance, vous participez à la gouvernance, vous vous taisez, vous ne critiquez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Est-ce que selon vous, à l'allure où vont les choses politiquement, ces partis, notamment ces responsables de partis politiques, vont finalement être phagocytés par le MPP? Mais il est évident, vous croyez qu'on peut aller entrer dans un gouvernement, dans une mouvance et garder son autonomie? Ça m'étonnerait. Mais ils ont créé un groupe parlementaire parallèle. Oui, mais on crée les groupes parlementaires, vous connaissez les mécanismes de création des groupes parlementaires. On crée les groupes parlementaires, ce n'est pas un cloisonnement. Et cette alliance, finalement, on a des sankaristes parce que vous faites partie des progressistes aujourd'hui qui se retrouvent avec le MPP. Quand vous avez vu également cette alliance... Je vous parlais de... vous êtes un progressiste, vous faites partie des progressistes. Je ne suis pas dans une alliance quelconque, moi. C'est ce que j'ai dit. On a des progressistes comme vous qui se retrouvent dans l'alliance aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez que ces progressistes auraient mieux fait de ne pas aller dans cette alliance? Bon, à part du moment où le MPP lui-même se réclame d'être progressiste, c'est chacun qui apprécie. Comme on le dit midi, chacun juge midi à sa porte. Oui, mais aujourd'hui, nous, on parle d'idéologie, mais vous savez que dans un contexte, dans un pays pauvre comme le nôtre, l'idéologie ne vaut rien politiquement quand on cherche à manger au quotidien pour les populations. Oui, on ne parle pas d'idéologie. Dans le débat politique aujourd'hui, je pense qu'on ne parle pas d'idéologie. C'est d'ailleurs ce que moi je disais pendant la campagne, que je n'avais pas un camp. Parce que quand vous voyez, les gens vous demandent, vous êtes social-démocrate ou vous êtes... je ne sais pas moi, socialiste, je répondais toujours que je n'étais ni l'un ni l'autre ou libéral. Ce sont des concepts auxquels je ne crois pas. Je crois plutôt à une prospective burkinabé, un développement endogène. Donc pour moi, se réclamer de telle ou telle école ou telle école idéologique ne correspond à rien. Le plus important, c'est de pouvoir définir quelque chose de concret qui puisse changer les conditions de vie des Burkinabés. Et c'est dans ce sens que j'ai toujours dit que ceux qui se réclament d'être sociodémocrates, quand on leur demande de dire dans leur langue ce que c'est que la social-démocratie, ils ne peuvent pas dire. Vous êtes assis ici, je ne pense pas que vous puissiez dire social-démocratie à Morée. Moi non plus en Gourmandchema. Et donc, ça veut dire que c'est un concept qui ne parle pas à mon peuple. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais aujourd'hui, c'est parce que peut-être nous sommes dans le contexte africain, dans les pays développés, les idéologies politiques comptent naturellement. Non, les idéologies, les projets de société. Les projets de société... Mais un projet de société se base quand même sur une idéologie sur une pensée, politique. pas forcément une idéologie. Oui, une pensée ou une... Voilà, une pensée. Oui, voilà. Bien sûr. Parce que il y a entre la pensée et l'idéologie, il y a quand même il y a un écart, il y a une nuance. Vous voyez. Donc, je dis qu'il faut qu'on travaille à produire une pensée burkinabé, une pensée africaine
qui puisse nous permettre de coller avec nos réalités, parce que le développement, et j'insiste, je le répète, a un contenu culturel. Et si vous ne pouvez pas traduire ces concepts-là dans vos langues, c'est que ce sont des concepts qui ne méritent pas d'être importés dans votre société. Le développement endogène, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler. Joseph Kizerbo en a longuement parlé. Thomas Sankara a parlé de consommation burkinabé. Vous êtes aujourd'hui en Faso d'Anfani et tout ça. C'est l'exemple parfait. Ça veut dire qu'à tous les niveaux aujourd'hui, même le gouvernement actuel a parlé, notamment du Faso d'Anfani pour le 8 mars. Ça veut dire que c'est un problème qui est aujourd'hui au cœur de tous les projets de développement. Non, il faut éviter les apparences, c'est-à-dire que les mesures folkloriques ou les discours folkloriques, ce n'est pas parce que je porte un faso d'Anfani que j'ai un discours ou une pensée profondément endogène. Faso d'Anfani, consommation du sucre, la SN Sosiko, Oui, le riz de Bagré et autres. Ça peut être un effet de mode. Mais qui peut avoir des répercussions importantes. Comme je dis, oui. Le développement est un contenu culturel. Et il faut le définir à partir de notre vécu culturel. Ce n'est pas les apparats. Les habits, ce sont les apparats. La mode ou la consommation, ce sont les apparats. Mais il faut aller jusqu'au fond de notre culture pour tirer l'essence même du développement que nous voulons pour ce pays. Alors Jean-Baptiste, notamment, vous avez suivi également ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso, les attentats du 15 janvier 2016. L'avenue Kwame Nkrumah qui a été frappée. Est-ce que pour vous, ce qu'a déclaré le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est finalement ce qui s'est matérialisé sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit à Addis Abeba, nos compatriotes, quand il a dit que cette attaque était la conséquence du fait que Blaise Compaoré n'est plus aux affaires au Burkina, parce qu'il avait de belles relations avec ses djihadistes et autres? Non, moi je ne tomberai pas dans ce genre de conclusions qui mettent en cause un individu ou une personne. Je dirais que la menace djihadiste est une menace qui existe dans notre sous-région. Et la menace, cette menace ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été annoncée depuis les années 90. Si j'ai bonne mémoire, les premières années que j'ai passées au ministère des Affaires étrangères, nous avions déjà eu les premières alertes de la propagation ou de la planification de ce mouvement dans notre sous-région. Et ça date de 92, ce dont je vous parle. Et si le gouvernement, en son temps, avait réussi à nous éviter de vivre ces événements, pendant que d'autres pays qui avaient des systèmes plus avancés sur le plan sécuritaire, comme le Nigeria, n'ont pas pu empêcher le mouvement de se développer chez eux, je pense que ce serait difficile de dire que c'est la conséquence du fait que X soit parti ou Y ne soit pas là. Mais quand on prend le contexte burkinabé, est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, Blaise Compaoré n'est plus aux affaires, quand on a vu qu'on a beaucoup contribué à des libérations d'otages dans des zones incontrôlées? Mais c'est inquiétant que l'on dise que Blaise Compaoré n'était pas au pouvoir. Bon, Blaise Compaoré ne dirigeait pas le Burkina Faso tout seul. Je pense qu'il ne gouvernait pas le Burkina Faso tout seul. Il avait un système avec lui. Et je peux dire qu'il est parti, même pas avec le tiers de son système. Donc, ça serait vraiment difficile que l'on dise, si c'est lié à la personne intrinsèque de Blaise Compaoré, là vraiment c'est inquiétant. Je plains le sort de tous ceux qui travaillent avec lui. Donc vous trouvez aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse une autocritique de notre système sécuritaire que d'accuser des gens? Oui, absolument. Vous savez, la sécurité, elle est complexe. Dites-vous qu'aujourd'hui, ce sont des questions, la sécurité, la diplomatie sont des questions sensibles. Mais ces dernières années, nous avons vu que ce sont des débats qui ont été ramenés sur la place publique. Vous savez qu'on ne gère pas ces questions sensibles là sur la place publique. Et ça nécessite une haute mesure du sens de l'État. Et ça nécessite un haut degré de confidentialité parce que c'est tellement sensible. Et donc, quand nous voyons les dérives qui se sont produites, cela démontre que c'est la déliquescence de l'État. Et là où il y a une déliquescence de l'État, les forces du mal profitent pour s'infiltrer. Partout où on a connu ça, c'est ça. Vous parlez de sensibilité et tout, mais on demande aux populations d'être aujourd'hui des relais en termes de renseignement, d'information. Mais il y a des degrés de responsabilité, il y a des degrés d'information. Vous demandez, moi-même dans mon programme, j'avais dit que je mettrais en place des comités de sécurité dans mon programme, parce que c'est un fait. L'État seul ne peut plus gérer la sécurité d'une société. Il faut admettre aussi que les réflexes
les citoyens doivent avoir des réflexes sécuritaires. Ces réflexes sécuritaires, elle ne peut pas acquérir ce réflexe sans formation, sans information. Mais il y a des degrés d'information, même dans la hiérarchie militaire. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toutes les informations qui sont données à tous les échelons. Vous pensez qu'aujourd'hui, on donne tout et finalement, ce n'est pas bien pour la suite? Ce n'est pas moi qui le pense, c'est les faits qui sont là. 1, 2, 3, vous apprenez tout. Et on pense qu'un État peut fonctionner comme ça, sans un minimum de secret d'État. Il y a des questions qui relèvent du secret d'État. Et si on parle aujourd'hui, par exemple, du fait que l'intervention a été trop lente au niveau des forces de défense et de sécurité, vous avez vu la situation géographique de l'avenue Kwame Nkrumah. Le commissariat central est à 5 minutes, le camp Paspanga de la gendarmerie peut-être à 10 minutes tout au plus, l'aéroport tout à côté, mais on a pris tout ce temps pour finalement venir à bout de ces djihadistes. Il y a de quoi s'inquiéter tout de même. Tout ça montre que nous sommes dans un état déliquescent. Et il faut reconstruire cet état-là. Alors, la reconstruction, c'est à quel niveau? Revoir la situation des hommes en tenue, les forces de défense et de sécurité, ou encore le renseignement, il faut-il restructurer tout ça? À tous les niveaux, il faut restructurer. Vous voyez, c'est un peu ça la réalité. Si vous parlez du renseignement, beaucoup de pouvoirs ou beaucoup de régimes en Afrique utilisent les renseignements pour traquer leur opposition. L'opposition n'est pas une menace pour un pays. La menace sécuritaire d'un pays, on l'a vu venir, par exemple, dans le cas de l'attaque du 15. Elle est venue d'ailleurs, ce n'est pas venu d'une opposition quelconque interne. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Si nous voulons construire des États modernes, nous devons adopter les comportements y afférents. Et ces comportements-là, c'est de chercher à savoir quelles sont les menaces véritables pour le Burkina Faso. L'intelligence pour découvrir les menaces qui se posent à notre pays en tant que pays et non utiliser les services de renseignement pour traquer les opposants éventuels. Donc souvent on se trompe de cible. Ah oui, on se trompe de cible. On passe plus de temps à écouter les opposants, à faire surveiller les opposants, à les traquer, qu'à s'occuper des vrais bandits. Dans la foulée, il y a des organisations de la société civile qui ont demandé le départ des soldats français qui, pour eux, naturellement, ces responsables d'OSC représentent une menace même pour la stabilité du pays. Bon, c'est une question assez complexe. Il faut noter toutefois que, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, la nature des menaces sécuritaires qui touchent le monde entier fait qu'aucun pays, pris individuellement, ne peut gérer. On parle d'une criminalité transfrontalière qui touche pratiquement. Et c'est pourquoi d'ailleurs aucun pays pris individuellement ne peut gérer seul la question des menaces sécuritaires aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer des partenariats entre pays pour pouvoir faire face à la menace sécuritaire compte tenu justement du caractère transnational de ces menaces-là. Mais ça dépend maintenant, ces partenariats, de la forme que l'on veut donner à ce partenariat. Chaque pays juge peut-être de ses propres capacités pour donner le contenu qu'il veut au partenariat. Il y a également un fait, peut-être pour fermer cette fenêtre-là, qui revient dans l'actualité. Au moment où l'Union africaine, vous avez été directeur de cabinet de la présidente, au moment où l'Union africaine veut mettre en place une action continentale, panafricaine, on crée le G5 Sahel. Ça crée tout de suite un paradoxe dans la gestion de ces genres de crises sur le continent. Oui, mais une fois de plus, ce sont les États qui font leur choix. Et même au sein de l'Union africaine dont vous parlez, c'est la volonté des États qui prévaut parce que l'Union africaine n'a pas d'autorité supranationale. Donc, si un État souffle le chaud et le froid, c'est sa politique. Si un État choisit de tenir un discours à demi-mot au sein de l'Union africaine et tenir un discours plein dans un autre groupe, c'est son choix. Et c'est pourquoi il faut une évolution dans le comportement de nos États par rapport à toutes ces questions-là. Beaucoup de collaboration entre les différents pays. Quelques jours après l'attaque de Kwame Nkrumah, il y a eu également cette attaque dont a été victime le dépôt de Yimdi, les ex-éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui sont intervenus. Finalement, est-ce que tout cela est la conséquence du fait qu'on n'a pas encore un système de sécurité bien outillé au Burkina? Tout à fait, parce que ça devait être surprenant, puisque après une attaque sanglante comme celle des terroristes du 15 janvier, les dépôts de Yimdi auraient dû être mieux protégés. Le premier réflexe, en tout cas, c'était de placer le pays en alerte rouge, c'est-à-dire un haut niveau d'alerte. Si le pays était en état d'alerte rouge, ce qui avoisinerait même l'état d'urgence, compte tenu de l'impact de cette attaque-là,
et que de tels actes aient encore pu être posés, il y a de quoi s'interroger sur l'efficacité des systèmes qui sont en place. Mais nos forces de défense et de sécurité sont parvenues à interpeller pratiquement la plupart de ces éléments. Des images ont été diffusées. C'était pratiquement une bonne communication pour beaucoup. Mais interpeller et prévenir. Gouverner, c'est prévoir. Et moi, je pense que c'était mieux de prévenir que de laisser d'intervenir après coup. Alors aujourd'hui, on va parler des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vous êtes un diplomate. Guillaume Soro, le mandat d'arrêt qui lui a été lancé contre lui, a brouillé les relations entre nos deux pays. On a vu Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara très souriants à Addis. Est-ce que vous pensez que finalement c'est la voie diplomatique qui demeure la meilleure solution? Oui, il faut la voie diplomatique. C'est la voie de la raison et de la sagesse. Je pense que le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes liés par l'histoire et la géographie. On va indéfiniment dire que ça a été refusé de rendre justice aux deux pays. Et vous savez, ça ne serait pas la première fois quand vous parlez de rendre justice aux deux pays. Souvenez-vous que dans les années 2000, il y a eu des crises en Côte d'Ivoire qui ont coûté non seulement la vie à de nombreux Burkinabés, mais aussi qui ont causé de nombreux préjudices à ces Burkinabés-là. Cela n'a pas été réparé. Mais certainement, c'est au don de la raison d'État, de la sagesse, que nous avons certainement réussi à apaiser le climat de tension. Il ne faut pas se tromper, la Côte d'Ivoire a besoin du Burkina et le Burkina a besoin de la Côte d'Ivoire. Tant qu'on peut toujours régler ces solutions-là, ces problèmes-là et trouver des solutions amiables, à l'amiable, c'est toujours mieux. Alors vous pensez aujourd'hui que les deux nations doivent aller au-delà de ces histoires d'écoute téléphonique pour voir l'intérêt supérieur des deux peuples? Tout à fait, parce que c'est ça qui est le plus important, préserver l'intérêt des deux peuples. Alors est-ce qu'il faut retirer aujourd'hui, selon vous, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro? Mais comme il y a des négociations diplomatiques en cours, je pense que si elles sont bien menées, elles aboutiront à une décision qui sera portée à la connaissance du peuple. Alors aujourd'hui, on parle notamment de ce mandat d'arrêt qui a un lien intrinsèque avec le coup d'État manqué du 17 septembre au Burkina Faso. Vous-même, vous avez eu des soucis pendant le putsch, votre domicile a été saccagé. Est-ce que vous avez porté plainte contre ceux-là qui ont été les instigateurs de ce mouvement contre votre domicile? Bon, disons que c'est vrai, nous avons été victimes d'un malentendu. Une fois de plus, c'est qu'à la faveur de tels événements, il y a encore une fois de plus des personnes qui utilisent ce genre de situation pour des règlements de compte. Sur les réseaux sociaux, on a vu un peu ce que ça donne pour la suite. Des règlements de compte, et c'est bien regrettable. Une chose est sûre, c'est que pour nous, il faut mettre fin à toutes ces méthodes de gangstérisme politique où c'est le règlement de compte, où c'est la stigmatisation, la délation, etc. Donc nous pensons que les nouvelles autorités doivent veiller à ce que le pays soit débarrassé à jamais de ce genre de choses. Mais c'est parti sur les réseaux sociaux. Oui, c'est parti sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il faut interrompre les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce qu'on peut mettre fin quand on veut notamment salir l'image? Par exemple, quand vous parlez de porter plainte, l'idéal aurait été que déjà l'autorité, puisque l'autorité pouvait interpeller ces personnes-là, puisque ce sont des personnes qui sont connues. Mais quand, par exemple, moi, mes biens sont assurés et que l'assurance refuse de me dédommager au motif que c'est lié à des événements insurrectionnels et que ça relève la responsabilité de l'État, c'est à l'État maintenant de montrer qu'il est un État. Mais sachez qu'on était dans une période de transition où le gouvernement était plutôt préoccupé à organiser sa sortie. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, si nous sommes retournés à une institution, à une vie constitutionnelle normale, nous espérons que progressivement toutes ces questions qui sont là pourront être réglées par les autorités. Est-ce que vous allez poursuivre le processus pour obtenir gain de cause pour les dédommagements et autres? Bien sûr que j'ai été lésé et agressé. Et quand même, il y a un dommage, au-delà du dommage matériel, il y a des dommages matériels, il y a quand même un dommage moral. Vous évaluez à combien les pertes que vous avez enregistrées pendant ces événements malheureux? Bon, il y a un huissier qui a fait un rapport et
je n'ai pas souvenance du montant. Si vous en avez souvenance, c'est parce que vous ne voulez pas dire sans doute. Non, 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 je n'ai pas souvenance parce qu'il il est venu, il a pris note de tout ce qu'il a constaté et il a emporté avec lui. Sachez qu'on était, nous aussi, dans la dynamique de la campagne, hein, on n'a pas pu suivre ces choses-là. C'est maintenant que je trouve un peu de temps pour revoir un peu les choses qui me concernent directement. Sinon, c'était plutôt l'objectif de la campagne qui nous préoccupait. Alors, ça fait quoi d'apprendre à travers les réseaux sociaux et puis finalement l'information a pris toute la ville que vous avez des liens avec des putschistes dans un pays comme le Burkina Faso? Pour moi, c'était choquant. Si j'avais des rapports avec eux, j'aurais assumé. Ah bon? Je n'ai aucun rapport avec eux. Et moi, j'ai toujours assumé mes opinions. Et je n'ai pas de rapport avec eux et je n'ai pas d'agenda caché. Et si j'avais un agenda caché, pour ceux qui me connaissent, j'exprime mes opinions. J'exprime mes opinions, même sur les réseaux sociaux, je dis ce que je pense. Et donc, si j'avais un rapport avec eux, j'aurais assumé, parce qu'un homme doit assumer ses choix. Et moi, je n'avais pas de rapport. Donc, c'est choquant que l'on vous assimile ou qu'on vous associe à une action à laquelle vous n'avez pas pris part, tout simplement parce qu'on veut faire des règlements de compte. Et vous pensez aujourd'hui que ceux qui ont fait ça, ils ont réussi leur mission, ceux qui voulaient vous détruire éventuellement à travers ces dénonciations calomnieuses selon vous? Ils ont réussi quelque part parce qu'ils m'ont traîné dans la boue, sali mon image aux yeux d'une certaine partie de l'opinion. Heureusement que progressivement, comme on le dit, la vérité finit par rattraper le mensonge. Est-ce que ça vous a fait un peu dégoûter la politique? Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, ce n'est pas ma place quand on est dans un univers où on torpille, on ne respecte plus rien? Pas moi directement, ma famille. Ma famille, mes proches ont vécu mal cette situation parce que ils estiment que je n'étais pas venu avec de mauvaises intentions. Je suis venu répondre à l'appel d'une partie de mes compatriotes. Je ne suis pas venu pour m'en prendre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Je suis venu répondre à un appel et je suis payé à monnaie de singe par ce genre de comportement. Mais une fois de plus, ça montre clairement, comme je l'ai dit, qu'il faut une nouvelle culture politique. Que la politique faite de mensonges ne pourra que détruire notre société. Malheureusement, c'est cette politique faite de mensonges qui a entraîné aussi la légalisation de l'hypocrisie comme système de gouvernance où personne n'ose dire ce qu'il pense, personne n'ose dire la vérité parce que tout simplement, il y a tout un ensemble de conséquences qu'il va falloir gérer quand on accepte de dire la vérité. Alors, est-ce que on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Est-ce que votre famille vous a demandé de quitter la politique? Bien sûr qu'elle m'a demandé, en toute logique. Quand vous voyez que quelqu'un subit injustement quelque chose, une accusation, comment on appelle, diffamatoire, la première des réactions, c'est de dire non, mais si c'est ça, tu n'as rien à foutre avec ces gens-là. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Baptiste Ntama, pourquoi c'est vous qui avez été ciblé? Parce que vous étiez 14 candidats à la présidentielle. Les commanditaires doivent savoir pourquoi. J'étais celui qui était... les commanditaires doivent savoir pourquoi c'est moi qu'ils ont choisi de cibler. Vous parlez de culture politique dans un contexte où il n'y a pas de logique. Oui, mais dans la politique, il doit y avoir la logique. Il doit y avoir des principes. C'est peut-être méconnaître même la politique. Non, non, non. Vous voyez, c'est justement cette conception erronée. Il n'y a pas d'éthique en politique, M. Ntama. Non, il doit y avoir de l'éthique. Mais il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est la cause de tous les maux que nous vivons. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'éthique que nous connaissons, par exemple, dans le jeu politique, la corruption. C'est parce qu'il n'y a pas d'éthique que nous connaissons l'enrichissement illicite, le détournement des biens publics. Cela n'est pas normal. Il faut qu'il y ait de l'éthique. Une société sans valeur morale, sans éthique, est une société qui est vouée à sa perte. Aujourd'hui, tous les combats sont orientés vers la lutte effectivement contre la corruption, la malgouvernance, la gabegie, le népotisme, bref, toutes les tares de la société. Est-ce que vous y croyez? Mais ce sont les politiciens qui ont généré ça. Et comme je le dis, bien souvent, le mode d'action et de pensée qui génère des problèmes ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Donc vous êtes pessimiste? C'est pourquoi il faut une nouvelle génération. On a une batterie de mesures, même l'autorité supérieure de contrôle d'État qui a même émergé en devenant autorité supérieure de lutte contre la corruption. Donc ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Non, ce n'est pas les institutions. La multiplication des institutions ne veut pas dire qu'on trouve des solutions. Mais il y a la responsabilité collective aussi. Toute la population peut être également un acteur. La responsabilité collective, c'est pourquoi je dis qu'il y a un travail de fond à mener.
Ce n'est pas des opérations de saupoudrage qui peuvent nous sortir de là. Un travail de fond à mener. Il faut d'abord que les premiers responsables soient au-dessus de toute critique sur le plan moral et éthique. C'est d'abord le premier pas, donner l'exemple d'en haut. Ensuite, il faut éduquer les gens aux valeurs. Si vous êtes un père de famille, vous dites à vos enfants, ce n'est pas bon de tricher. Et vous êtes le premier à aller acheter des épreuves, comme on le voit dans notre pays, des épreuves pour venir leur donner pour qu'ils réussissent au BPC, au bac ou à un concours professionnel. Vous pensez que vous êtes en train de conforter l'idée selon laquelle ils doivent se comporter honnêtement? Donc, il y a du travail encore à faire, sans doute. Jean-Baptiste Natama, je veux qu'on parle un peu de votre émergence, parce qu'apparemment, vous et puis l'international, ça vous réussit très bien. Vous avez été récemment nommé vice-président en charge de la région Afrique de l'Alliance mondiale des petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous avez postulé, vous avez déposé un dossier? Comment ça s'est passé rapidement? Non, je n'ai pas postulé. C'est une organisation qui, comme vous le savez, comme vous l'avez dit aussi, à l'international... Basé dans le siège se trouve à New Jersey, aux États-Unis. À l'international, on peut postuler. Une fois qu'on a acquis une certaine réputation, il peut arriver qu'on vous recherche. Et c'est ainsi que cette organisation m'a recherché et a souhaité que je puisse intégrer son conseil d'administration. Donc vous êtes en train de faire vos valises pour les États-Unis? Non, pas forcément. C'est à temps partiel parce qu'un conseil d'administration se réunit au gré des événements et des circonstances pour examiner le fonctionnement de l'organisation et surtout donner les orientations stratégiques. Mais au-delà, c'est de faire surtout aussi un plaidoyer pour asseoir une coopération multinationale avec les différentes structures qu'on assimilerait aux PME, petites et moyennes entreprises. En quoi est-ce que cette nomination peut profiter à un pays comme le Burkina Faso? Parce qu'il faut se dire que le Burkina Faso, si nous voulons aujourd'hui tirer profit de l'économie globalisée, nous ne pourrons pas, dans le processus d'industrialisation de notre pays, nous attaquer à l'industrie lourde. Nous devons nous attaquer à des pans de l'industrie lourde. Nous devons nous mettre dans une chaîne, la chaîne des valeurs. Et nous, en nous mettant dans la chaîne des valeurs, nous pouvons produire des articles qui peuvent servir aux capitaines de l'industrie ou les grosses industries qui existent. Nous ne pouvons pas aller sur ce terrain de compétition. Donc, il faut travailler à promouvoir cela et nous pensons qu'à partir de cette position, nous pouvons aider le Burkina Faso à développer le secteur des PME et à créer des passerelles de partenariat avec des structures qui existent hors du continent ou même à l'intérieur du continent pour leur permettre de s'inscrire dans cette dynamique de répartition du travail. Une question supplémentaire pour terminer l'émission. Est-ce que cette nouvelle donne dans votre vie va changer, va avoir un impact sur votre engagement politique? Mon engagement politique ne sera pas lié à ça. Mon engagement politique sera lié à la réponse des Burkinabés eux-mêmes. Si des Burkinabés continuent de me croire, je les accompagnerai. Donc 2015, c'était un coup d'essai pour 2020? Je n'en sais rien. Si des Burkinabés continuent de me croire, je répondrai à leur appel. Ben, on va attendre de voir ce que cela va donner pour la suite. Jean-Baptiste Natama, merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était donc le grand déballage. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.